Bienvenue dans les vraies voix du foot, les dernières de la saison. On est très heureux d'être en votre compagnie avec évidemment Guy Carlier. Bonsoir toujours, à tous. Aussi bon que, je sais pas, moi, Pelé à la Coupe du Monde 70. Oui, ça te va 70, ça va. Ah ouais, bah, il avait 62, il avait la jambe cassée, donc oui. Vaut mieux. Oui, 58, pas mal quand même. Il avait joué que le quart, la demi et la finale, mais c'était bien quand même, non? Ouais, et puis surtout, on avait le même âge, 17 ans. Oui. Non, pas le même âge, il est plus vieux que toi, Pelé, il était de 40. Non, mais j'ai 17 ans. Pardon. Oui, regarde-le. Voilà. Emmanuel Galasso. Bonsoir Philippe, bon bonsoir comme Zinedine Zidane le soir de France-Brésil 2006. Ok, je pensais qu'on allait partir sur du Guy Barge 98, mais ça me va très bien. C'était grandiose, ce match-là, énorme. Ça me va très bien. Quentin Fredon. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bon comme Alain Giresse, comme il est bordelais, lors de France RFA 82. Je me fais mal au cœur, ça va? J'accepte la comparaison, ça va très bien. Évidemment, Maxime. Bon comme l'équipe d'Auckland à la Coupe du Monde des clubs. Excellentissime comme Johan Gourcuff face au Paris Saint-Germain en 2009. Ça fait plaisir. Ça te va? Ça me touche vraiment. Et un invité exceptionnel que je présente tout de suite, Jean-Carl Lucas. Vous l'avez vu à l'Eurovision avec Madame Monsieur. C'est un fan de foot qui a écrit un livre absolument génial. J'y étais. Tous ces matchs que l'on n'oublie pas. Ce sont des gens connus ou pas et des joueurs qui racontent un match qu'ils ont vu dans les tribunes d'un stade. Ça commence en 1957. Donc ça fait quand même un certain temps. Et ça se termine lors d'un certain France-Argentine 2022. Donc là, c'est aussi un peu plus dur à encaisser. Bonsoir Jean-Carl. Bonsoir Philippe, merci à tous de m'accueillir. Si je dis que t'es bon comme Mbappé lors de cette finale perdue face à l'Argentine, ça te va ou pas? Ouais, ça va. Ouais, ça me va très bien. Enfin après, on préfère gagner les Coupes du Monde quand même, mais oui. Oui, c'est clair. Je pense que Mbappé aurait préféré gagner la finale et pas mettre de but. C'est certain. Ça, c'est certain. C'est sûr et certain. Allez, au menu des vraies voix, on va commencer par la Coupe du Monde des clubs de football. PSG qualifié, ils vont jouer l'Inter, pas Milan ce coup-là, mais Miami. Ensuite, on parlera justement de ce livre, J'y étais, un livre absolument génial. Alors ils vont raconter plein d'anecdotes. On a même appris plein de choses sur le football, et notamment qui était le 7e tireur à Séville en 1982. Je ne m'en suis toujours parmi. On parlera ensuite de Paul Pogba à Monaco. Alors, il est inutile de dire que c'est le grand retour après 2 ans de suspension pour dopage, et on continuera avec notre ami Alexandre Corboz, qui va nous parler des passages à la DNCG de cet après-midi, notamment celui de l'Olympique lyonnais, et a priori il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on t'écoute, c'est une tradition, Guy, pour ton édito. Tu m'écoutes, je te remercie, je te faisais des signes désespérés pour te dire je n'ai pas ma chronique, mais ce n'est pas grave. On est parti me chercher l'ordi, je vais la commencer à l'arrache. Non, c'est-à-dire que j'ai changé de sujet. En fait, je vais vous expliquer, j'avais prévu de faire un petit bilan, on va dire après une dizaine de jours à peine, après une première semaine de Coupe du Monde des clubs. Et bon, le bilan, il est vite fait. C'est une compétition en carton qui a été construite par Infantino, qui a mis un doigt à la dignité du football. Il l'a mis où? Et dans une quête de profit immédiat. Et donc j'aurais pu vous parler, rester donc comme à l'habitude nuancé, et vous dire que cette Coupe du Monde est une grosse merde, la pire merde footballistique qu'on puisse concevoir en matière de compétition internationale. Rien ne va dès le début dans le choix des concurrents, dans sa dérive vers les revenus immédiats. Infantino a tendu, je vous l'ai dit, son major pour choisir l'Inter de Miami, évidemment parce qu'il y a Messi, et que c'était une attraction, c'est un grand cirque, effectivement. Quant à la compétition elle-même, voilà, c'est un grand cirque avec des clubs exotiques qui se prennent des tôles sous les yeux d'un public, qui déserte sa place pour aller acheter des hot dogs, d'énormes cartons de popcorn, d'immenses gobelets de Budweiser. C'est comme si on nous forçait à manger du McDo après un dîner chez Beaumanière. Le dîner gastro, on l'a eu le 31 mai, vous comprenez? Évidemment. 5-0, Donc là, évidemment, le repas en plus à la sauce américaine nous donne
donne la gerbe de la même façon. Vous savez, dans les mélanges apéritifs, alors, on peut quand même trouver 2-3 trucs, les clubs brésiliens, on picore. Oui. Vous voyez, dans les mélanges apéritifs, vous trouvez 2-3 noix de cajou, vous les prenez, puis vous laissez les cacahuètes molles, et puis voilà, les pistaches à la coque trop fermée qui niquent les ongles. Et je viens de... là c'est pareil, la Coupe du Monde des clubs, on goûte un peu les noix de cajou brésiliennes, et on laisse au footix les cacahuètes molles. Mais je viens de prendre conscience, vous venez de me le dire, Philippe, que cette émission est la dernière de la saison. Pourquoi le cacher ? Ça m'arrange de parler de cette saison et de faire un petit bilan plutôt que de continuer celui de la Coupe du Monde des clubs. À la dernière saison d'une émission de radio, qui reviendra ou pas à la rentrée, en tout cas à la dernière, par exemple sur des radios que je ne citerai pas, à France Inter, les animateurs balancent la chanson de Jean-Louis Aubert, « Voilà, c'est fini », en pensant faire preuve d'originalité et de romantisme, alors que c'est évidemment le comble de l'émotion convenue et frelatée et du manque d'originalité. Autrement dit, vous qui nous écoutez en cette fin de saison, écoutez les adieux des émissions de radio, et si vous entendez à la fin « Voilà, c'est fini » de Jean-Louis Aubert, dites-vous que la direction de la station a bien fait de virer ces pauvres cons qui n'ont pas la moindre imagination. C'est la dernière des vraies voix du foot. La différence avec la Coupe du Monde de foot, c'est que cette émission, croyez-moi, n'a pas été créée par appât du gain. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut tous en témoigner, surtout Quentin. On était heureux de se retrouver ici chaque mardi, de partager avec vous et le meilleur entre nous et avec vous qui nous écoutez, le meilleur de notre passion pour le foot. Merci pour ce partage. Merci à vous autour de la table, Maxime, en régie. Évidemment, merci à nos invités, ceux qui sont venus, qui étaient au téléphone. Merci à Apoula Edel pour nous avoir permis de rire quand on n'avait pas de vanne. Et merci à Eric Cantona pour son émouvant message. Il m'a écrit, il nous a dit « Quand les mouettes qui aiment le foot suivent le chalutier, des vraies voix du foot, c'est qu'elles savent qu'elles vont se régaler. » Bravo, Guy Cartier. Merci pour ce bel édito, mais c'est un pléonasme te concernant, Guy, et ce bel hommage à cette émission. Alors tiens, cette Coupe du Monde des clubs, ça te fait rêver? Bon, moi j'ai l'impression de voir les matchs de prépa de début de saison quand les types ont 45 minutes dans les jambes. Hier soir, franchement, je dois dire que, autant dans le livre de Jean-Carl Lucas, il y a des matchs qui restent dans les mémoires, mais le Seattle PSG, je pense que dans 3 semaines, je l'aurais oublié. Absolument. Non mais ce qui est drôle, c'est que de l'édito de la semaine dernière, je rappelais l'historique de l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs, et je disais que sur 20 gagnants, 17 étaient des clubs européens et 3 des clubs brésiliens. Oui. Et là, quelle grande surprise, on se rend compte que à peu près à part Porto, tous les clubs européens sont au niveau, que les clubs brésiliens sont au niveau. Ouais. Alors, il y a River, Botafogo et Flamengo sont passés déjà. Fluminense aussi, ils sont en bonne position. Palmeiras sont premiers de leur groupe. Oui. Et donc voilà, donc si tu veux, c'était prévisible. On nous vend un suspense qui n'est pas. On peut quand même quasiment signer que les 4 derniers, le dernier carré, ce sera 4 clubs européens. Les Brésiliens vont mettre un peu de suspense jusqu'au bout. L'Inter Miami vont se faire taper par le PSG. Il y a quasiment pas de suspense. Donc, et puis surtout taper Miami et Suarez qui étaient sur le terrain pour la sodomizada. Vous savez comment j'appelle la remontada, ça fera du bien quand même, non? Ça te fera du bien. Mais je veux dire, je rejoins totalement Philippe, Guy, pardon, sur ce qu'est le produit, on va dire, Coupe du Monde des clubs. C'est mal réalisé, t'as pas de ralenti. Luis Enrique se plaignait encore de la qualité des pelouses, que ce soit d'entraînement ou de match. Donc en fait, j'allais dire, c'est ni fait ni à faire. Alors, il faut toujours laisser la chance. Peut-être qu'il y aura une autre édition ou pas. Mais moi clairement, je vais pas vous mentir. Les matchs qui sont à 3h du matin, je les regarde pas. Non. Les autres, je les regarde par acquis de conscience. Mais ceux qui sont à 3h, je les regarde pas. Et je dors très bien. Et voilà. Tu dors très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Carl, de cette Coupe du Monde des clubs? Bah oui, je suis d'accord avec ce que tu disais. En fait, c'est vrai que ce qui nous intéresse tous dans le football, c'est la passion et l'émotion. C'est ce que je raconte dans le livre. Et c'est vrai qu'avec le spectacle. Et c'est vrai qu'avec comme ça, c'est cette compétition supplémentaire qui arrive après déjà une très longue saison, et c'est vrai qu'on a du mal à s'emballer, et puis la différence de niveau entre les équipes fait que effectivement pour l'instant il y a pas beaucoup de suspense. Entre le Bayern et Auckland, ça fait tout drôle quoi. Ouais, donc tu dis c'est presque un sport corps de rugby, un essai transformé une pénalité. Oui, là on est plus sur du business que sur du sport quoi. Oui, Guy. Juste une chose,
je pense que là, au fur et à mesure, on va quand même trouver un intérêt, puisque, évidemment, on va avoir les meilleurs clubs, enfin, certains meilleurs clubs d'Europe. On sait que le Barça, Liverpool, tout ça n'y sont pas, mais et puis les clubs brésiliens. On va trouver cet intérêt-là. Il faut bien. Et puis le PSG continue. Voilà, ils vont taper Miami en huitième, et après ils vont avoir le vainqueur de Flamengo-Benfica. Donc déjà, ça va déjà Flamengo-Benfica, c'est pas mal. Ah oui. Et le PSG contre ce vainqueur, c'est pas mal. Avant le Real en demi. Oui, alors permets-moi de te faire une remarque. Flamengo-Benfica, toi qui as écrit des chansons, Guy, ça rappelle la chanson Filho Maravilha. Parce que c'est Nicoletta. De Nicoletta, Jorge Ben au Brésil, parce que c'était un but d'un joueur de Flamengo contre Benfica, le 1er janvier 72 de mémoire au Maracana, et il raconte le but dans la version originale. Ah ouais. Absolument. Magnifique chanson. Je ne savais pas, oui, c'est une très belle chanson. Absolument. Tu voulais réagir, Maxime? Oui, on a tout dit à peu près sur cette Coupe du Monde des clubs qui n'a vraiment aucun intérêt. Moi, ce qui m'attriste encore plus, c'est que on est maintenant en juin 2025, et où est la Coupe des Confédérations? Juste une petite précision quand même, c'est que là, tous, on a un regard européen sur cette compétition. Il faut quand même ça fait rêver en Amérique latine. Il faut quand même le dire, en Amérique latine, ils sont des centaines de milliers sur des écrans géants. Ce que nous, on vit sur une Coupe du Monde, un Euro ou sur des grands matchs de Ligue des Champions, voire plus, eux, ils le vivent en Amérique du Sud. Donc, il faut quand même préciser qu'on a un regard européen, qu'on a une exigence européenne, mais que pour les continents, on va dire, d'un calibre moindre en termes de qualité de jeu, et qui pour eux, en fait, ils viennent se frotter aux meilleurs, aux Européens. Donc, pour eux, il y a un vrai enjeu. Oui, et puis faut quand même le dire. Une chose, pour avoir un peu voyagé dans mon ancienne vie pro, les matchs de Ligue des Champions, tu les vois dans les pubs du monde entier à n'importe quelle heure, alors que les matchs de la Copa Libertadores, tu les vois même pas en France. Hein. On est d'accord. Et en plus, s'ajoute à ça, je vais dire, une espèce de concurrence sociologique, c'est-à-dire que là, les pays émergents de l'Amérique du Sud contre l'Occident, l'Europe, tu vois, et ça c'est un phénomène géopolitique, et ça joue dans cette l'exacerbation, de cette compétition. Ça donne quoi? Parce qu'on avait une question sur le PSG. Est-il le favori de la Coupe du Monde des clubs, Quentin? Absolument. Alors je suis intéressé de savoir vos avis après, mais pour l'instant nos auditeurs ils pensent à 57% que non, le PSG n'est pas favori pour la Coupe du Monde des clubs. Vous en pensez quoi? Moi je vais le mettre dans les favoris, mais c'est pas le super favori. Je suis d'accord, c'est pas le favori, c'est dans les favoris. Qu'est-ce que t'en penses? Dans les favoris? Non, moi j'ai des espoirs plus modestes. J'attends que Nuno Mendes fasse un bloc à Messi, par exemple. Des choses comme ça, tu vois, des petites choses. Qu'on s'amuse. Je comprends pourquoi les gens disent ça, parce que l'enseignement le début de campagne du PSG, qu'on peut assimiler au début de campagne européenne, tu vois, c'est le delta entre le banc et l'équipe type. C'est ça. C'est-à-dire que là, il va falloir que le recrutement soit axé sur le banc, sur la rotation. C'est ça. Parce que quand Zaïre Emery est un plafond de verre, il a atteint ce plafond de verre, il le brise pas. Mayoulou déçoit, il faut qu'il soit prêté, il peut pas prétendre à une place. Enfin, tu vois, il faut virer Beraldo et Hernandez. Non, mais c'est vrai, c'est fini. Et donc, parce que quand il rentre, ça devient un poids, quoi. Oui. Et le problème, il est là. Il faut renouveler le banc. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite des vrais voix du foot, et on va parler de J'y étais. Tous ces matchs que l'on n'oublie pas. Il y en a même certains où on était, certains d'entre nous, et on a encore des trémolos dans la voix. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot, et on a le bonheur maintenant de recevoir Jean-Carl Lucas pour ce livre. C'est Guy qui est encore en train de le regarder parce qu'il a craqué. Ce livre, J'y étais, ces matchs qu'on n'oublie pas. Alors Jean-Carl, ce match, tu as rencontré des gens qui étaient au stade pour des matchs parfois mythique. Alors là, il y a même plus que mythique. Il y a France-Brésil 98, France-RFA 82, France-Italie 2000. Pour monter plus longtemps, il y a France-Brésil 58, etc. Donc là, ça date. Le premier, c'est 1957. C'était un Saint-Étienne-Marseille. Ouais. Et le dernier, c'est France-Argentine 2022, un peu plus dur à avaler. Comment tu as fait pour trouver tous les gens qui étaient dans les tribunes à cette époque? Vous en voyez, voilà, c'est un livre de témoignages de gens qui me racontent un peu leur expérience de match dans le stade, de ces matchs souvent effectivement mythiques, comme tu disais. En fait, ça s'est fait très simplement, c'est parce que j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient à tel ou tel match, et puis ils me racontent leur histoire, et puis en fait ils ont tellement
eu d'appétit à me raconter leurs souvenirs qu'ils se sont mis en tête de m'aider en fait. Donc ils m'ont dit tiens, je connais telle ou telle personne qui était à tel match et j'ai contacté, qui m'ont donné les contacts d'autres personnes. Ça s'est fait très simplement comme ça. En plus c'était génial parce qu'à chaque fois c'était des témoignages super et c'est vraiment comme ça que je le voyais, parce que c'est un livre sur l'émotion que crée le foot, et finalement c'est quelque chose dont on parle pas tant que ça en fait, de l'émotion, et c'est ça qui est beau dans le foot. C'est ça qui me plaît. Le foot m'a donné des émotions immenses depuis que je suis gamin, et je voulais absolument mettre ça en valeur en fait dans ce livre. Et puis voilà, c'est un livre dans lequel on voyage à travers le temps, à travers l'histoire du football français. C'est effectivement des matchs souvent légendaires, quoi. Ouais, c'est un panier de madeleine. Exactement. Vous voulez parler d'un match auquel vous avez assisté, qui est dans le dans le chacun de nous a là-dedans un match auquel il a assisté. Moi, c'est le PSG Steaua Bucarest, 27 août 87. Donc, souvenez-vous, c'est l'affaire de la photocopie. 97. Oui. 97, voilà, c'est l'affaire de la photocopie de la suspension de Fournier, donc un joueur du PSG qui s'appelait Fournier, et Laurent Fournier. Les instances européennes envoient sa suspension pour le match aller, et le fax glisse derrière la photocopie. Et donc le joueur joue et PSG est battu 3-0 sur tapis vert, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment ces matchs, c'est vraiment le match type où il y a quelque chose qui se passe dans le stade à ce moment-là. Et il y a une ambiance. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Je me souviens de l'air. C'est le mois d'août, c'était un jour moite. C'était un jour où il y avait une chaleur moite. Il faisait très chaud. Non, il faisait chaud. Ouais. Et je vais vous raconter une anecdote. Michel Denisot m'a dit qu'il y avait à l'époque Florian Maurice. Absolument, qui marque un beau but d'ailleurs. Qui marque un beau but. Le premier, je crois, c'est Rail, il y a un corner, il le coupe au premier poteau. Mais donc, il fallait qu'ils ont gagné 5-0 au bout du compte. Et Florian Maurice était en déficit de confiance totale. Et vous savez que les footballeurs il croit aux superstitions, excusez-moi. Et il est sans cesse sollicité par des griots, tu vois, retour d'affection, les mecs, la gaz, machin. Là, c'est retour d'efficacité devant le but, c'est pas la même chose. Et pour rassurer Florian Maurice, Denisot, on lui présente un mec qui lui demande 100 balles, que dalle, quoi, pour lui dire. Le gars disait, je m'intéresse pas au foot, je te donne le numéro du joueur que je vais faire marquer. Et il donne le numéro de Florian Maurice et il dit, il marquera avant la mi-temps. Et Denisot en parle à Florian Maurice. Et Florian Maurice marque avant la mi-temps, et on le voit célébrer, et on le voit regarder en écartant les bras, en disant putain. Et le truc, c'est que après, souvenez-vous, Denisot était président de Châteauroux. Oui. Évidemment, il ne croyait pas à ces trucs-là, mais il s'est dit, je vais retenter le coup avec le même mec. Évidemment, ça n'a pas marché. Évidemment, ça ne marche jamais, c'est un hasard. Ça ne marche pas deux fois. Alors, est-ce qu'il y a un match que tu as vu dans le stade ? Alors, dans le foot, il y a des émotions positives et il y a aussi parfois de la tristesse. Exactement. Et ce qui est propre à la passion et aux supporters. Et moi, j'ai un souvenir, on est toujours dans la moiteur et la chaleur du mois d'août. C'était TFC Liverpool, je suis supporter de Toulouse, et on se rappelle, en Ligue des Champions. En match de barrage de Ligue des Champions. Et donc, on reçoit Liverpool. Et alors, pour la petite histoire, on faisait une fête de famille. Le midi, le match était dans l'après-midi, ça devait être vers 16h. Fin d'après-midi, 16h, 17h. Il faisait une chaleur on s'étouffait de chaleur. On arrive au stade et il y avait une ambiance extraordinaire. En fait, on a l'impression d'aller voir un concert. T'avais comme il y avait une ambiance dans ce stade où le résultat, c'est pas qu'il était secondaire, c'est qu'on avait déjà gagné de jouer contre cette équipe. Que cette équipe nous connaisse. D'ailleurs, ils avaient fait un jeu de mots tout lose. Donc déjà, les supporters Liverpool faisaient des blagues sur notre nom, ce qui était déjà énorme. Voilà, ce qui était évidemment humiliant. Mais ça, c'était une manière de nous rendre existants. Et alors, sur ce match, on perd 1-0. But de Voronin, qui n'existait pas avant, qui n'existera plus après, mais qui met une frappe de 30 mètres, pied gauche. C'est ça. Voilà, on perd 1-0, on se prend une rouste au retour. Mais le retour était terrible. Le retour était terrible. 4 ou 5-0. 4-0. Mais c'est un souvenir. Je suis désolé. Il est pas dans le livre. J'amène un souvenir. Tu me le raconteras dans le tome 2. Ouais. mais si toi, il y a un match que tu as retenu où tu es allé, Jean-Carl, c'est lequel ? Moi, mon souvenir, je l'ai mis dans le livre d'ailleurs, je me suis quand même fait ce plaisir-là. Alors, c'est pas moi qui le raconte, mais je suis allé chercher des gens qui étaient dans le stade. Mais voilà, moi, j'étais moi-même dans le stade. Moi, je suis amiénois, je suis supporter de l'Amiens SC, et j'étais dans le stade à Reims quand Amiens est monté en Ligue 1 pour la première fois de son histoire, en marquant à la 96e minute, la toute dernière seconde, le but
qui est envoyé Amiens en Ligue 1. Oui. Donc une émotion évidemment extraordinaire. Et donc c'est le fameux buteur de la 96e minute qui s'appelle Emmanuel Bourgault, qui me raconte cette journée-là extraordinaire et ce but qui a changé sa vie en fait, parce que 3 mois après il joue au Parc des Princes face à Dani Alves, quoi. Ah oui, c'est sûr. Pour les auditeurs, ça c'est nos souvenirs. C'est marrant parce qu'on a toutes les générations. Et Quentin, notre stagiaire, ça serait intéressant de savoir s'il a un match, lui, de sa génération. Qui est très jeune. J'ai tout juste 21 ans. Mon souvenir sera certainement plus récent, mais c'était en 2015 au match Atlantique, en septembre, si je me souviens bien. C'était un France-Serbie, que la France a gagné 2-1. Et c'est le premier match de l'équipe de France que je vais voir au stade. Et j'ai pleuré. Je monte les marches, j'entends la Marseillaise. J'arrive un petit peu en retard pendant la Marseillaise et j'ai juste pleuré. Et c'est un match où tu dis c'était un match de qualif ou amical? Oui, c'était un match amical. C'était pas un match sans importance, mais. C'était avant l'Euro 2016, donc on avait fait que des matchs amicaux. C'est ça, le premier match. C'est fou, tu vois, par exemple, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu l'équipe de France, c'était le 1er septembre 78, un France-Suède. Je rêvais de voir Platini, c'était cassé la jambe 3 semaines avant avec Nancy à Saint-Étienne. C'est ancré. On avait dit à la première de cette émission, Guy, il y a 3 générations entre Guy, Emmanuel et moi et Maxime. Et on a tous notre Madeleine de Proust footballistique. C'est ce que tu as essayé de chercher dans ce livre? Bien sûr, et puis c'est ça qui est magnifique avec le football, c'est que je pense qu'au-delà de l'équipe qu'on voit jouer, on se souvient tous de la première fois où on est rentré dans un stade. Moi je me rappelle, dans un stade de foot, ça marque à vie. 31 décembre 77, PFC Red Star à Bouer. Quand on rentre dans un stade de foot pour la première fois de sa vie, c'est ce que vient de dire Quentin. T'imagines, c'est un match amical. Exactement. C'est la première fois, quoi. C'est l'émotion du foot, c'est ça. L'émotion pure. Ce que je voulais faire aussi dans le livre, c'est montrer à quel point, évidemment, le football a changé, comme dirait Mbappé. Mais ce qui est vrai aussi, mais quand même, il y a les émotions, elles ont toujours été là, et elles ont parfois pris des formes un peu différentes, parce qu'on n'avait pas les mêmes émotions dans un stade en 57 qu'en 2022. C'est sûr. Le témoin du match de 1957, il me raconte qu'il n'y avait même pas d'horloge dans le stade Vélodrome, quoi. En fait, à ce coup, l'arbitre sifflait la fin du match et c'était terminé. Donc, les gens vivaient le match vraiment d'une totale autre façon, mais par contre, l'émotion, elle était toujours très présente, en fait. Alors, ce qui est génial, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup d'émotions. On va revenir sur le match qui m'a le plus marqué de ma vie, France RFA 82, Séville. Oui, dans ça, il n'y a pas de doute. J'ai appris en lisant ton livre que c'était Christian. Alors, tu as fait témoigner des joueurs pour certains matchs. Christian Lopez était le 7e tireur si Ettori avait sorti celui de Roubaix. Ouais, donc dans ce match-là, évidemment. Je ne regarde même pas le tir au but de Roubaix. Je pense comment je vais le tirer de mien et je suis mort de trouille. Il avait peur, d'autant plus qu'il avait raté 2 mois avant, il avait perdu la finale de la Coupe de France en ratant son tir au but. Au finish, le 6e tireur. Voilà. Donc il était terrifié à l'idée de tirer le tir au but. Et puis il a eu de la chance entre guillemets. Et c'est ce qu'il dit presque en fait, c'est qu'il n'a pas eu à tirer ce tir au but. On a perdu, mais il n'a pas eu à aller le tirer. Et c'est vrai que ce match-là, c'était un match. Je voulais absolument l'avoir. Pour moi, c'est le match le plus mythique avec. Pour moi, c'est le match le plus mythique de l'histoire de l'équipe de France. Et donc moi, je l'ai pas connu. Je suis né 2 semaines avant, je crois. Mais par contre, j'ai entendu mon père m'en parler toute mon enfance. J'ai vécu dans cette mythologie-là, en fait. Donc, tous ceux qui l'ont vécu, tous ceux qui étaient nés savent ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et c'était très compliqué de trouver un témoin de ce match, parce qu'il y avait très peu de Français dans le stade ce jour-là, et je l'ai trouvé en Australie. C'était un supporter français qui avait 20 ans à l'époque, qui aujourd'hui vit en Australie, et qui m'a raconté, donc lui, son point de vue depuis les tribunes, où il me raconte qu'il a récupéré le ballon quand Platini a tiré au-dessus, il a récupéré le ballon, il l'a gardé, voilà. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir Christian Lopez qui lui me raconte le match depuis d'abord le banc de touche. Parce qu'il remplace Battiston. Et ensuite, c'est lui qui rentre et qui remplace Battiston. Et il me raconte que parce que sur la fameuse action où Battiston se fait assommer, l'arbitre ne siffle pas penalty, mais par contre, il siffle le corner. Ce qui est quand même incroyable. 6 mètres. Non, corner. Oui. Il siffle le corner. Alors qu'il y a 6 mètres, on est d'accord. Il y a penalty ou 6 mètres, mais il siffle le corner. L'entre-deux, quoi. Et donc, Battiston rentre et il me raconte que le ballon lui arrive dessus sur le corner et qu'il voit Schumacher arriver et qu'en essayant de lui mettre le point dans la figure. Voilà. Ah oui, d'accord. Et qu'il a vu ses yeux totalement révulsés. Si vous me permettez une anecdote sur ce match, moi j'ai vu un match à Sanchez-Pizjuán et j'étais à côté d'un Espagnol qui est un peu plus jeune que moi, qui était avec son fils.
et je lui parle de ce match vu par un Français. Il me dit, moi j'y étais avec mon père, il avait 14 ans, un truc comme ça, et il me dit, il avait aussi les poils sur ça, il dit, je n'ai jamais vu des supporters aussi tristes que les Français ce soir-là. Il n'y en avait pratiquement pas un qui ne pleurait pas en sortant du stade. Et l'émotion que m'a raconté cet Espagnol ressort dans ton livre. Mais dans ce livre, il y a aussi beaucoup d'histoires comme ça, de partage avec des gens de sa famille, avec ses amis, notamment avec son père. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très touchant, en fait. C'est des matchs qui marquent la vie des gens parce que c'est un moment exceptionnel dans leur vie, parce qu'ils ont partagé un moment exceptionnel avec des gens qu'ils aiment, en fait. Et c'est ça qui est beau. Alors, à quelques jours des vacances, là, pour le lire pendant les vacances à la plage, si vous êtes fan de foot, il faut absolument lire ce match. Il y a même ce livre. Attends, ouais, je suis dedans. Il y a même les billets, vous voyez, comme exactement. À l'époque. Ah bah tiens, c'est la victoire de Marseille contre Milan AC. Il est marqué AC Mailand, Endspiel im Pokal der Europäischen Meistervereine. Vous voyez un peu, tu vois, on dit, je me remets à l'allemand. Effectivement, ça c'est. Et puis il y a une note derrière, creusée dans le jardin de Valenciennes, et tu trouveras la bobinette chez Ra. T'as les coordonnées dessus. Et ça, c'est l'éditeur en exergue qui a eu cette idée magnifique de retrouver tous les billets de tous les matchs. Donc il y a 32 matchs, 32 billets de 57 à 2022. Donc voilà, c'est fantastique. Ça se lit hyper facilement, très vite. Alors franchement, pour cet été, un livre à lire pendant vos vacances. J'y étais, tous ces matchs qu'on n'oublie pas, de Jean-Carl Lucas, publié chez En Exergue. Tu restes avec nous pour la suite. Allez, on va parler de Paul Pogba tout de suite. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Manuel Galasso, Maxime Sénac, Quentin Fredon, un invité, Jean-Carl Lucas, qui a écrit ce livre génial, J'y étais, tous ces matchs qu'on n'oublie pas. Et c'est sûr que ces matchs, on les oublie pas. Allez, tout de suite, on va parler de l'arrivée de Paul Pogba et mon cher Emmanuel, Pogba qui signe à Monaco. Bonne pioche ou pas pour la SM ? C'est la bombe de ce début de mercato. Paul Pogba en passe de signer un contrat de 2 ans avec Monaco, et franchement moi j'adore l'idée. Et ce deal entre Pogba et Monaco, je pense que c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour Monaco qui manque de joueurs d'expérience, qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, donc qui a besoin d'étoffer son effectif. Et Pogba, c'est 57 matchs en Ligue des Champions, donc en termes d'expérience c'est quand même pas mal, on va dire. Et ça peut être aussi Pogba une alternative au duo Zakaria-Kamara qui a très bien fonctionné cette saison, sous condition que Paul Pogba retrouve une bonne condition physique. Et ça, c'est la grande interrogation. À 32 ans, ça fait quasiment 3 ans, en plus de la suspension, il y a eu beaucoup de blessures avant. Donc club, oui, quasiment 3 ans qu'il a pas enchaîné les matchs. Les médecins, ils estiment à peu près à 3 mois le délai pour le remettre vraiment dans de bonnes conditions physiques. Et c'est la question qui persiste. On va retrouver Pogba, mais quel Pogba ? Et est-ce qu'on va retrouver le grand Pogba ? S'il retrouve un niveau proche de celui qui était le sien avant tous ces pépins, pour moi, très rapidement, la question de son retour en équipe de France, elle va se poser à moins d'1 an de la Coupe du Monde. Et Pogba, à son prime, c'était dans le top 5 des meilleurs milieux du monde. Et sous l'ère Deschamps, allez, on va dire quoi ? Avec la doublette qu'il faisait avec Kanté, pour moi, il n'y a pas eu mieux. Et Deschamps, il a beau essayer beaucoup de choses durant ses 14 ans de règne, il a pas trouvé mieux. Et Griezmann devant. Et Griezmann devant, il a essayé d'autres dispositifs. Et quand je vois l'équipe de France d'aujourd'hui au milieu de terrain, même un Pogba à 70%, pour moi, reste supérieur. Et il aurait sa place. Et il aurait sa place. Faut qu'il se remette physiquement, mais je pense qu'il aurait sa place. Alors on va attendre patiemment, mais moi je suis plutôt emballé par cette arrivée de Pogba en Ligue 1 et à Monaco. Oui, t'es emballé par l'arrivée à Ligue 2 ? Oui, je suis emballé. Pour l'aspect émotionnel, j'aurais préféré qu'il aille à Marseille, comme c'était dans l'air. Parce que, à Monaco, il y a toujours ce côté un peu monégasque, quoi. Vous voyez, Monsieur le Prince et tout ça. Bon, mais. Monseigneur. Anecdote de Stéphane Bern qui prend le petit déjeuner avec le prince Albert et qui lui dit l'autre il voulait du sucre pour son thé. Il lui dit vous me passez la pince monseigneur. Et ça c'est un truc qui l'a fait marrer. C'est une petite âme simple comme vous pour l'humour.
Non, et donc j'imagine que Monaco a déjà fait passer un nombre de tests physiques et même psychologiques importants à Pogba. Je pense que c'est pas fini, qu'il va falloir le remettre à niveau 3 ans. Vous imaginez? Mais donc l'histoire est passionnante. Elle est très très belle cette histoire. S'il arrive à retrouver, c'était quand même un mec qui mettait des menaces à 30 mètres, à 19 ans, il balançait des... Enfin bon, puis il nous a fait rêver. Techniquement, c'était un bijou. C'est sûr. Et en vision du jeu aussi. Oui, il a toutes les qualités c'était un très très grand, quoi. Donc, s'il arrive à retrouver l'histoire, sera magnifique. Jean-Carl, fan de Pogba? Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le football de revoir Paul Pogba sur les terrains. Effectivement, je pense qu'il nous manque à tous, en fait, de revoir Paul Pogba. Il nous a fait rêver. Je suis d'accord, c'est un joueur qui manque terriblement à l'équipe de France aussi. Alors, est-ce qu'il reviendra à son niveau? Je sais pas. Effectivement, Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un joueur de ce niveau-là, étant écarté des terrains pendant 3 ans, revienne à son meilleur niveau? Je sais pas, il y avait... Alors, suspension plus courte, il y avait eu Cantona suite à son coup de karaté, un supporter Crystal Palace, mais c'était pas 3 ans, c'était quelques mois. C'était plus court. Et il n'avait pas 32 ans. Il y avait Benjamin Mendy, pour d'autres raisons, qui a été écarté des terrains pendant, je pense, 2 ans, et il n'est jamais revenu à Lorient, c'était compliqué. Jamais revenu à son niveau, même pas... Bien sûr qu'entre Manchester City, où il était au top, et Lorient, où il n'est pas revenu au niveau, c'était 2 salles, 2 ambiances. Donc voilà, il a quand même 32 ans. Après, c'est pas non plus très vieux, 32 ans, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que si Pogba avait été sur le terrain à son meilleur en 2022, Messi ne sentait pas l'odeur de la Coupe du Monde. Oui, ça c'est très probable. Allez, on a un supporter monégasque avec nous. Bonsoir Bastien. Bonsoir Philippe, bonsoir Sud Radio. T'es aussi enthousiaste que les vrais voix du foot à l'arrivée de Paul Pogba du côté du Stade Louis II? Du Rocher, j'ai du mal à m'emballer honnêtement parce que Paul Pogba, c'est vrai que ça a été un très grand nom du foot, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde, buteur en finale même. Oui. Mais grosso modo, Paul Pogba, j'ai l'impression que depuis 3 ans, effectivement, il n'a pas fait une saison complète. Il a eu ses soucis avec cette affaire de dopage. Je pense que c'est compliqué pour un sportif de s'arrêter aussi longtemps et de revenir comme si de rien n'était, même si le talent est indéniable. Voilà, j'ai envie de faire la comparaison avec un sportif que vous devez connaître, Philippe Björnborg, qui s'était arrêté et qui était revenu à 30 ans en se disant je suis au-dessus de tous les joueurs. Il avait arrêté à 25 exactement après sa défaite à l'US Open en 81. C'est ça, et le manque de compétition à ce niveau-là, c'est compliqué, surtout qu'on a pas mal de joueurs au milieu. Voilà, j'ai du mal à imaginer Pogba en fait s'imposer coûte que coûte. Bon, s'il est à son niveau, évidemment, il sera titulaire, mais s'il n'est pas à son niveau, ça risque de devenir un problème avec un salaire conséquent et des jeunes qui poussent derrière qu'on aurait bien aimé faire exploser. Reste avec nous, Bastien, parce que Maxime est furieux qu'il n'ait pas signé aux Girondins de Bordeaux. Non, je ne lui souhaite pas, malheureusement. Non, je me trouve très très gentil avec la pioche. Mais je suis d'accord avec toi, je suis pas du tout certain que c'est quand même un joueur qui a été condamné pour dopage. Est-ce que dans d'autres sports on pourrait revenir comme ça, avec les bras ouverts dans un club de Ligue 1? Tu suis un peu le handball? Le handball, tu sais qui est la star de Moi j'aime bien le handball, mais après le handball je connais pas. Il a payé sa dette. Il a payé sa dette. Rappelle-toi, il a fêté ses 80 ans la semaine dernière, je crois, et Eddy Merckx, il avait été chopé plusieurs fois au dopage, il est toujours revenu. Mais on l'accueille un peu les bras ouverts. Le cyclisme, c'est un pléonasme, le dopage cyclisme. Mais non, mais voilà quoi. Non, mais pour le coup, la question morale, elle devrait se poser peut-être plus souvent, Maxime, si c'est ce que tu veux dire. Moi, je pense que comme Guy, je pense qu'il a payé sa dette. Et pour revenir à ce que disait notre auditeur, et d'ailleurs je l'interpelle sur ça, est-ce que tu penses pas, Bastien, que le contexte monégasque, c'est pas idéal pour Pogba avec une doublette qui est déjà en place, Zakaria Kamara qui fonctionne bien, donc ça va pas être la star qui arrive dont on a vraiment besoin tout de suite. T'es dans un club qui est plutôt préservé médiatiquement, donc il n'y aura pas d'urgence. Est-ce que c'est pas une doublette, mais le milieu c'est 3. Tu vois, s'il est avec Kamara, Zakaria, Pogba à son top. Oui, mais avoue qu'il y a peut-être 5%, mais c'est 5% de bonheur. Mais la doublette à 2 fonctionne bien, donc ça lui laisse le temps. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'urgence à mettre Pogba tout de suite et il est tranquille, quoi. Il n'y a pas d'urgence. Après, il y aura le salaire qu'on lui donnera, et s'il n'arrive pas à s'imposer, ça risque d'être compliqué s'il reste. Nicolas ne prend pas ça pour du chambrage, mais la pression du public à Louis II, elle n'est pas énorme quand même.
Oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas très. Non, mais ils sont pas fous. Ils vont le payer au match. Ils vont le payer au nombre de matchs joués. Parce qu'il avait demandé, pour répondre à Guy sur l'OM, il avait demandé le même salaire que Rabiot à l'OM et l'OM lui a dit non. Il lui a dit bah écoute, il y a trop d'incertitudes, on peut pas te mettre un salaire fixe équivalent à celui de Rabiot. Mais est-ce que ça peut Oui, mais il avait dit oui, mais pour ma défense, j'ai pas une mère chiante. Malgré tout, ça n'a pas marché. Excellent. Est-ce que ça peut pas être finalement au départ un joueur qui fait, comme on dit, un super sub, un super remplaçant, un type qui va jouer un quart d'heure, une demi-heure, mais qui par son impact physique, sa technique, etc., pourrait sur un laps de temps court, au moins au début, apporter un bon coup de main à l'ASM? Bah c'est vrai que techniquement Paul Pogba est un joueur qui est au-dessus, hein, je pense. Sur une passe, une frappe, il peut changer un match. Après, j'étais en train de vous écouter, j'ai essayé de réfléchir à certaines stars qui étaient venues sur la fin, après la trentaine, sur la fin de leur carrière en Ligue 1, et ça n'a pas toujours donné des succès. Là, je n'en avais pas en tête comme ça, mais Monaco, t'as un petit Morientes quand même qui était revenu après le Real, ça s'était bien passé. Oui, c'était bien passé, oui. Oui, c'est ça. Après, il était revenu à Marseille à 30 ans. Ça s'était mal passé. Comme Lissa Rassou, quand il est allé à Marseille, ça s'est mal passé. Non, je pensais à un joueur comme Wesley Schneider qui était à Nice, qu'on voyait dans le même rôle, hein, c'est-à-dire 20-30 minutes par match avec des minutes pour débloquer la situation avec son pied en or, mais au final, bon, le physique... Autre exemple... Alors, je donne une info dont on va parler dans quelques instants. Communiqué de la Ligue de football professionnel, c'est officiel, Lyon est rétrogradé en Ligue 2. Ça vient de tomber là, à l'instant. On va en parler dans un peu plus de 3 minutes avec Alexandre Corboz. Oui, je disais non, pour Pogba, j'ai l'impression que Pogba, peut-être parce que là, Schneider, je me souviens à l'époque, il venait déjà un petit peu en pré-retraite. Il était déjà grillé en interview, c'est ce que j'ai raison. J'ai l'impression s'il voulait se faire un dernier petit contrat sympa, il serait parti en Arabie Saoudite, par exemple. Là, il choisit Monaco en Ligue 1 dans l'objectif de revenir en équipe de France, donc c'est plutôt encourageant. L'exemple équivalent, Makelele PSG. Oui, PSG, très bon exemple. On est à peu près dans le même âge que Pogba, joueur français international. Mais pas 3 ans d'interruption. Non, pas 3 ans d'interruption, mais tu vois, un joueur sur la fin qui revient, qui a été une réussite. Makelele, ça l'a été, par exemple. Oh la vache, je suis sous le coup de Lyon, là. C'est sous le coup de Lyon, on va en parler dans quelques instants. Oui. Si vous me permettez, j'aimerais juste rebondir sur le J'y étais. Je vous écoutais tout à l'heure. Moi, j'y étais le 19 novembre 2013 au Stade de France pour ce France-Ukraine. Il est dedans, bien sûr. Il est dedans, oui. Il est dedans, match mythique. On avait perdu 2-0, c'était pas la joie en France pendant ces 4 jours entre le match aller et le match retour, et le match retour avait vraiment été fabuleux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ce match, et comme du match où il y a eu peut-être l'ambiance la plus extraordinaire au Stade de France, et apparemment c'était vraiment bouillant, c'était extraordinaire, quoi. Vraiment, les gens debout, 4 personnes debout pendant 90 minutes. Et il y a un match qui me revient, qui est dans ton livre, Jean-Carl, c'est le Monaco-Real Madrid de 2004. On parle de Monaco. Après avoir perdu 4-2 à Bernabéu, ils battent le Real des Galactiques, parce que là il y avait Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Raoul et Beckham sur le terrain, je crois. Exactement. Zidane marche sur Roten, je me souviens. Il gagne 3-1 notamment avec Morientes. Et le but de Giuli avec la talonnade incroyable. La talonnade de Ludovic. Bien sûr. Et c'est Philippe, un autre Philippe qui était au Stade Louis II, qui est un supporter de Monaco, qui a une personnalité extraordinaire, loin justement de l'image qu'on a souvent du cliché du supporter de Monaco. Alors lui, c'est vraiment un supporter à fond, vociférant, etc. Et donc c'est hyper drôle en fait aussi à lire, parce que voilà, il en est toujours pas revenu, quoi. Match mythique. Merci à toi, Bastien. Daguemounégou, comme on dit à monégasque. Merci à vous et merci pour cette belle saison. Merci beaucoup, c'est adorable. Allez, tout de suite, on va retrouver notre ami Alexandre Corboz, supporter de l'OL, qui doit être dans une forme relativement moyenne, mais il sera très bon au micro, vous pouvez lui faire confiance. Restez bien avec nous dans les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénac, Quentin Fredon, Jean-Carl Lucas, qui a écrit ce livre excellent, vraiment excellent, tous ces matchs que l'on n'oublie pas. J'y étais, Jean-Carl Lucas, aux éditions En Exergue. Alors on a retrouvé notre ami Alexandre Corboz. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Alexandre. pour toi qui es supporter de l'OL, c'est tombé il y a quelques minutes. Oui, je suis au courant. Oui, mais t'es dans quel état? T'as un défibrillateur à la maison? Comment ça se passe? Là, je suis en train de me réanimer, en fait. Là, mais oui, d'accord. Non, sincèrement, c'est un choc et une surprise pour tout le monde.
Oui. Tout simplement parce que au niveau du club, il y avait quand même une relative grande confiance, même excessive sur certains points, enfin sur certains articles que je trouvais excessifs. Mais à titre personnel, je pensais que la DNCG allait se conformer à la décision de l'ICFC, à savoir de limiter Lyon à un encadrement de masse salariale et d'indemnité de mutation. Et même au club, je pense qu'il y avait ce sentiment-là en sortie de DNCG. John Textor a quand même eu une phrase qui était inquiétante tout à l'heure en sortant, qui prend son sens maintenant, en invitant la DNCG à se montrer responsable. Très dans le bon sens. Voilà. Il a été bloqué devant les portes du siège de la LFP avant d'entrer d'ailleurs. Il y avait un petit signe coincé, avant. Est-ce que la décision a été argumentée? Pour l'instant non, parce que le club, moi les infos que j'ai eues, j'en ai eu il y a une quinzaine de minutes, et ils étaient tous partis, tranquilles, sereins. Et voilà, il n'y avait plus personne à la DNCG, que la décision est tombée, bien communiquée. En général, ouais, c'est ça. Il y a un communiqué qui donne les résultats pour tous les clubs un par un, et ensuite les clubs font appel ou pas, et c'est là qu'on sait un peu plus sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a un appel suspensif, Alexandre? Alors l'appel ne sera pas suspensif, mais bon, il y a un appel possible, évidemment, devant la commission d'appel de la FFF, qui doit normalement examiner les mêmes éléments. Donc Lyon va sans doute probablement faire appel. De toute façon, c'est simple. Ah bah ils ont pas le choix. Aujourd'hui, on est dans une situation simple. Aujourd'hui, Lyon ne jouera pas en Ligue 2. Ça, c'est une certitude. Ouais. C'est-à-dire que soit c'est le dépôt de bilan, soit c'est la Ligue 1. Donc il n'y a pas de scénario Ligue 2 pour Lyon. On est vraiment dans une situation de vie et de mort du club. Et là, cette fois-ci, plusieurs fois la pièce, et notamment le 27 janvier dernier, la pièce elle est tombée du bon côté, et là elle n'est pas tombée du bon côté. Maintenant Lyon va se battre pour sa survie dans les prochaines semaines. Ça va créer vraiment une période de tension, de troubles, mais là je pense surtout que la DNCG a eu peur d'un nouveau Bordeaux et n'a pas voulu prendre ce risque-là en prononçant la sanction de manière catégorique. Mais c'est quand même un peu choquant sur un point quand même, c'est que beaucoup de clubs sont passés, y compris certains, sont passés sans encombre malgré des trous importants. Je pense à Reims qui est passé aujourd'hui, qui n'a rien eu, et Lyon qui se prend l'interdiction, la Ligue 2 confirmée, alors qu'il y avait quand même pas mal d'éléments et d'efforts qui ont été faits. Faudra voir ce que dit d'abord la direction de contrôle de gestion sur le traitement de Reims et de Lyon, et je pense franchement qu'ils ont fait preuve de responsabilité en faisant ça. C'est pas des irresponsables qui vont s'amuser à mettre Lyon en Ligue 2 pour qu'ils fassent le derby avec Saint-Etienne. Non, de toute façon, ils joueront pas en Ligue 2. Donc, c'est assez pourquoi clair. Parce que Textor veut pas perdre d'argent, veut pas remettre. Les rentrées d'argent dans des droits télé en Ligue 2 sont assez importantes. C'est ça. La Ligue 2, c'est dépôt de bilan. La Ligue 2 pour Lyon, c'est le dépôt de bilan. Donc, c'est un club quand même qui a un déficit structurel important de l'ordre de plus de 100 millions d'euros. Ah ouais, d'accord. Alors, 100 millions d'euros en Ligue 2, c'est complètement irréalisable. Donc, le club, là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation d'extrême urgence. Et il faudra voir comment ça va se passer, mais sincèrement, là pour l'instant, c'est le choc qui prédomine. L'appel est jugé quand, Alexandre? Alors, généralement, l'appel, dès lors que le club l'a fait, c'est 3 semaines. Ils doivent attendre la notification de la sanction. Et 2 à 3 semaines. Donc, ce sera mi-juillet, et a priori qu'on saura plus. Mais bon, ça va être une bataille jusqu'au début du championnat, simplement. Maintenant qu'on en est là. Moi, sincèrement, il y a quelques semaines de ça, cette sanction, je la voyais inéluctable. Et au fil des jours, il y a quand même eu un apport de liquidité de John Textor de 25 millions d'euros. La vente de Cherki. La vente de Cherki, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que le discours du club devenait audible sur cette problématique. Et puis c'est là, du coup, ça a vraiment été la stupeur générale. Parce que personne s'y attendait. Honnêtement, moi, s'il y a bien un point sur lequel j'étais plutôt confiant, c'était la rétrogradation. Je me disais qu'on pouvait pas faire tomber Lyon, même si je pense que c'est là où la DNCG a peut-être réagi différemment. Je pense qu'ils ont eu peur
que ça se fasse comme l'hiver dernier, à savoir que les comptes d'exploitation de l'année en cours ne soient pas certifiés par les commissaires aux comptes. Emmanuel, ça c'est une décision, mais choc. Évidemment, c'est un choc. Club mythique 7 fois champion de France. C'est un choc pour le football français, pas que pour les supporters lyonnais. Et surtout là, ce qui va être difficile, c'est peut-être la pire des choses, c'est l'entre-deux, où dans les prochaines semaines, tu prépares pas la même saison si tu continues en Ligue 1 ou si tu passes ou si tu déposes le bilan. Voilà. Et on parlait déjà à Lyon de la possibilité déjà, tu fais pas signer un joueur. Hein. Non, tu fais pas signer un joueur. Lyon était déjà en position de devoir vendre, on donnait tel joueur à telle valeur. Ils vont vendre au pire, ils vont vendre Fofana s'ils s'en sortent. Imaginons les choses au mieux, c'est-à-dire que l'appel soit entendu et qu'il reste en Ligue 1. Ils auront dû vendre Fofana entre-temps, qui a beaucoup de clubs de Première Ligue qui sont preneurs. Et voilà. Et ça veut dire qu'ils vont être diminués sur le plan qualitatif et puis surtout avec une préparation catastrophique, enfin psychologiquement. Et puis tous les joueurs, au-delà des joueurs qui ont de la valeur, les gros salaires, tout ça, tu peux pas les convaincre de rester. En fait, tu leur vends rien. Tu leur dis l'année prochaine, toi-même, tu sais pas ce que tu as à leur vendre, donc tu vas pas les convaincre à la base de rien. Donc à base de rien. Donc c'est vrai que là, cette période d'entre-deux, elle tue. Et même si dans le cas le plus optimiste pour l'OL, ça continue en Ligue 1. Dans quelles conditions va être le club, dans quelles conditions vont être les joueurs, comment va être la prépa d'été. Quoi qu'il arrive, c'est un énorme coup de massue pour Lyon, quel que soit le. Jean-Carl, c'est sûr que c'est une information, c'est une bombe là qui est tombée en plein milieu parce que Lyon, on le répète, c'est un club mythique. Ouais, c'est une catastrophe pour le football français, quoi. Comme quand l'OM avait été rétrogradé en Ligue 2 après l'affaire VROM, le Saint-Etienne qui avait eu des problèmes à l'époque de Roger, etc. C'est une info de des clubs comme Bordeaux, maintenant Lyon, etc. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Ça montre quand même que le football français n'est pas dans un état très reluisant. C'est quand même inquiétant pour l'avenir. Et puis c'est vrai qu'en plus de ça, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense dans le championnat de France, ça n'a pas arrangé nos affaires. Voilà, pour la saison prochaine, voilà, c'est quand même pas, c'est quand même assez difficile. Alexandre, à quel niveau tu situes la responsabilité de Textor dans ce désastre? Non, mais c'est une bonne question. Elle est immense, la responsabilité de John Textor. Il a mis en place un système multiclub où il a vendu beaucoup d'actifs de Lyon. Depuis quelques mois, les actifs étaient inférieurs à la dette, ce qui était quand même assez inquiétant de ce point de vue-là. Oui, mais en fait, il y a eu beaucoup d'indicateurs qui sont passés dans le rouge ces derniers temps. Et essentiellement parce que cette stratégie multiclub, l'argent allait vers la holding qui était la maison mère et n'était pas et n'allait pas vers le club. Donc en fait l'argent sortait mais rentrait que de manière parcimonique, seulement quand il y avait des besoins. Alors ils ont fait quand même beaucoup de choses là dernièrement, y compris c'est ça qui est surprenant, c'est que même avec les fournisseurs, les dettes en retard fournisseurs, ils s'étaient engagés, ils ont baissé déjà le nombre de salariés. Ils s'étaient engagés à rembourser d'ici la semaine prochaine une partie des dettes fournisseurs de chacun en mettant en place un échelonnement. Tout était mis en place. Donc ils avaient beaucoup travaillé et en plus ils l'avaient fait avec peut-être le seul magicien qu'il y a dans ce club. Maintenant il fait pas apparaître des billets. Pour le coup c'était vraiment Michael Gerlinger, le directeur général du groupe Eagle, qui était vraiment une pointure et sur qui c'était le numéro 10 aujourd'hui de l'OL dans ce rendez-vous des NCG. Et même si le numéro 10 n'a pas réussi à sauver l'équipe. Là, c'est pas l'équipe, c'est le club. C'est ça. Donc, il y a une nouvelle bataille qui va s'engager et des joueurs qui vont sans doute être vendus au rabais parce que maintenant les clubs savent que en Ligue 2 ils doivent se vendre à tout prix. Qui doit être dégoûté les requins. Quentin veut te poser une question, Alexandre. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un constat. C'est que justement, tu en parlais tout à l'heure du fait que tu n'y crois pas que la DNCG ose taper sur Lyon. Quand Gérard Lopez arrive en 2020, tous les étés, on a à Bordeaux un sorte de derby qui se met en place entre la DNCG et Bordeaux. Et pendant 5 ans, on se demande si Bordeaux va pouvoir rester en Ligue 1, en Ligue 2, etc. Et je pense simplement, comme tu as dit tout à l'ure, la DNCG et les fils d'instance n'avaient juste pas envie d'avoir chaque année une situation comme ça à gérer pour avoir Bordeaux. C'est dur peut-être, mais il y avait au mois de janvier une rétrogradation à titre conservatoire. Bien sûr. Absolument. Et la place au mois de novembre, pardon. Mais la non-qualification en Ligue des Champions a fait beaucoup de mal au club lyonnais. Mais comment expliquer, parce que vas-y Alexandre.
Mais il y a un point qui est important, c'est que Lyon a signé ces derniers jours un accord de règlement avec un accord négocié avec l'ICFC, qui est le gendarme financier européen. C'est-à-dire qu'ils ont présenté à la DNCG un accord avec comme quoi ils pouvaient participer aux Coupes d'Europe. Ils connaissaient leurs sanctions. Ils avaient aussi proposé qu'il y ait une masse salariale qui soit encadrée suivant les demandes de la l'ICFC, que ça soit indexé sur l'UEFA et qu'il y ait un encadrement de salaire indexé sur l'UEFA. Ouais, mais ça n'a pas dû jouer en leur faveur de passer au-dessus et d'en venir aux instances. Alors, les amis, il y a une nouvelle info des NCG qui tombe. Tu nous la donnes, Maxime, s'il te plaît. Ça vient de tomber pour le Nîmes Olympique, qui est exclu de toute compétition nationale. Ils vont se retrouver à jouer en Régional 1. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est carrément la fin de la fin, là. Oui, effectivement. Et comment ça se fait? Parce que Textor, il avait vendu Crystal Palace, si je ne m'abuse, c'est ça? Mais ça ne peut pas être pris en compte parce que ça la peut vente pas de être pris en Crystal compte. Palace, non, parce que la vente de Crystal Palace, elle a eu lieu en début de dimanche dernier. Il a signé. Donc l'argent, il faut attendre l'approbation de la première ligue. Donc l'argent n'est pas sur les comptes et la DNCG regarde l'argent qui est sur les comptes. Et au-delà de ça, cet argent ne va pas à l'OL. Oui, d'accord, mais dans un bilan, tu le sais bien, tu as des actifs, tu as un actif, un passif, et dans l'actif, tu as des produits à recevoir. C'est ça. Donc ils en tiennent compte, forcément. Oui, non, mais ils peuvent pas en tenir compte là-dessus parce que il n'y a pas eu l'approbation de la première ligue. Donc oui, d'accord. Qui sera peut-être là du dossier lyonnais. Qui sera peut-être là dans 3 semaines. Qui sera là pour l'appel, oui. Un mot pour Jean-Michel Aulas. Je pense à Jean-Michel Aulas qui, pour moi, la seule chose qu'il a mal faite, c'est la vente du club dans les conditions qui, je pense qu'on reviendra dessus, mais ça a été le début d'un mauvais choix qui a créé des conséquences, mais il reprend ce club en 87 en 2e division, ce qu'il en a fait, la vision qu'il a eu pour le football, pour le club de Lyon, que ce soit pour la partie féminine, pour le stade. C'est un visionnaire, Aulas, et ce qui se passe aujourd'hui pour ce club dans lequel il a tellement donné. Quel gâchis. Franchement, quel gâchis. Il doit être très malheureux. Il doit être très malheureux, on s'en doute. Doublement malheureux, puisque son ami Lacombe nous vient de décéder, oui. Merci à toi, Alexandre. Ça a été un plaisir de t'avoir. Oui, Jean-Carl. Juste si c'est avéré que Lyon descend, ça se passe comment? Il y a un club qui est repêché? C'est Reims qui est repêché. Ah, c'est Reims qui est repêché. C'est Reims qui est repêché, malgré un passage d'NCG qui n'aurait pas dû se passer aussi bien. C'est ça. On ne peut pas choisir un club moins chiant. On peut que Reims. Merci. Ce qui est grave pour le coup, c'est que Reims, il y avait un trou de 15 millions d'euros, ils sont présentés avec un trou de 15 millions d'euros et c'est passé tranquillement. C'est passé. Donc, merci à toi, on n'a plus le temps, Alexandre. Ça a été un plaisir de t'avoir toute cette saison en notre compagnie, les vrais voix du foot. Allez. La morale de l'histoire, c'est de ne pas vendre aux Américains. C'est ça, merci à tous. Merci pour cette belle saison. Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. C'était un plaisir d'être avec vous tous les mardis soirs. Merci Jean-Carl de ta venue. Ce livre, j'y étais. Merci à vous. Allez, on arrive à la fin de l'émission et comme l'a dit Guy au début de celle-ci, on va pas avoir du Jean-Louis Aubert, mais des Beatles. Pas d'abord parce qu'ils font partie d'une incroyable chronique d'été de Sud Radio à 7h50 chaque matin du 7 juillet au 29 août, mais surtout parce que la chanson se termine par ces mots: And at the end, the love you take is equal to the love you make. Ça signifie au bout du compte, l'amour que vous recevez est égal à l'amour que vous donnez. Allez, merci à tous. Tout de suite, Jacques Pessis reçoit Maud Fontenoy.